J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique du lieutenant Sturm. Ça y est, nous l'avons franchi, nous y sommes, 2016 a démarré, et vous seriez bien entendu en droit d'attendre de ma part les fameux bons vœux, très convenus et que l'on répète à l'envi. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Eh bien écoutez, je vais vous décevoir, de ma part vous n'aurez pas de bonne année. Bonne année, franchement, mais bonne année. Est-ce que ça a encore un sens de souhaiter bonne année au passage de 2016 ? 2015, c'est terminé dans le sang, dans les scandales divers et variés et dans un mensonge médiatico-politique gigantesque, celui des migrants, le tout entourant un second scandale, celui des affrontements en Syrie, en Libye et autres, fomentés par ceux-là même qui maintenant prétendent les arrêter. Et 2016 ? Eh bien 2016, me direz-vous, commence exactement dans la même configuration, dans le sang, dans les scandales et dans la violence. Les exemples foisonnent, Nous ne sommes que le 6 et déjà on les empile. Cet après-midi, un forcené s'est fait descendre, probablement un converti devant le commissariat du 18e, c'est assez nébuleux, il faudra voir ce que c'est. Mais enfin, on démarre l'année en fanfare. La nuit de la Saint-Sylvestre, la nuit du jour de l'an, des centaines de femmes en Allemagne ont été razziées sexuellement et sur le plan de la rapine, parce qu'on y mélange la violence d'un islam qui réduit la femme à un objet avec la violence du vol et des coups. L'Europe est submergée, elle prépare, ou en tout cas les oligarchies fomentent un véritable suicide ethnique sur notre propre sol. L'Allemagne, je viens d'en parler, est complètement défigurée par 1,5 million de migrants, ce qui n'empêche pas d'ailleurs Madame le maire de Cologne, là où se sont produits plusieurs centaines d'exactions, de demander, en s'adressant aux jeunes femmes hier dans les colonnes d'un journal, de leur demander d'acquérir des comportements et une tenue appropriée. Imaginez quand même qu'il y a eu des gens qui ont été violés et des jeunes femmes violées qui entendent ça. Tenue et comportements appropriés à l'accueil de leurs nouveaux compatriotes. Il y en a qui méritent, honnêtement, il y en a qui méritent tout un tas de choses que je ne peux pas dire pour ne pas finir dans les hôtels de la République, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. On a dépassé le stade de l'insulte, on a dépassé le stade de l'imbécilité, ce qu'on aurait pu croire dans un premier temps. On est maintenant dans le stade vraiment de la déclaration venimeuse, haineuse, et qui nous permet de parfaitement identifier l'ennemi. 2016 démarre aussi en fanfare. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le plan économique, à savoir que les chiffres européens de l'emploi sont désastreux, catastrophiques. Le nombre de pauvres augmente de manière assez incroyable, encore plus que le nombre de chômeurs d'ailleurs, puisque la précarité dont on parle un tout petit peu moins, c'est celle du travailleur pauvre allemand, c'est celle du travailleur pauvre en Angleterre, c'est-à-dire des gens assujettis à des conditions financières de vie qui ne leur permettent aucune projection dans l'avenir, aucune assurance de développement, d'une famille, d'une installation, rien que l'esclavage salarié pour le gagner tout juste, pour survivre tout juste. On en est là. 2016, c'est aussi en France un début en fanfare et pour nous quelque chose d'extrêmement important, à savoir cet fameux état d'urgence dont dans quelques semaines on va débattre de l'arrêt ou pas. Et surtout, cette question lancinante du renforcement de cet état d'urgence avec son corollaire, l'inscription d'un certain nombre de mesures de restriction des libertés publiques directement dans la Constitution. Alors, on a eu droit entre Noël et Jour de l'An, c'est pas encore terminé d'ailleurs, à un débat absolument ahuri sur la déchéance de nationalité, on va y revenir tout à l'heure. Je voulais quand même poser 2-3 questions à propos de cet état d'urgence. D'abord, rappeler ce que c'est qu'un état d'urgence et ce que ça permet. En l'état actuel des choses, en l'état actuel de l'état d'urgence, et sans les amendements et modifications et propositions qui arrivent dans quelques semaines, l'état d'urgence permet d'instaurer un couvre-feu dans tous les lieux qui pourraient être exposés à des troubles publics, je lis la loi, de restreindre la circulation des personnes et des véhicules dans des lieux et des horaires déterminés, d'instituer des zones où le séjour des personnes est réglementé, appelle des camps,
d'interdire l'accès à un département, à une région, à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, bien sûr, l'action des pouvoirs publics. C'est très vaste, très nébuleux, très facile. Assigner à résidence toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public, là aussi ça permet tous les excès. Réquisitionner des personnes et des biens si le maintien de l'ordre le nécessite, là aussi, de la prédation d'État. Ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, des débits de boissons, bon, et surtout des lieux de réunion de toute nature, sympa, pour tous les mouvements politiques, etc. On va le voir tout à l'heure avec la déclaration de Manuel Valls. Interdire les réunions de nature à provoquer et entretenir le désordre. Aujourd'hui, vous le savez, depuis une loi, enfin peut-être pas, mais depuis une loi de 2008, il suffit d'avoir une suspicion de trouble ou de désordre pour que les gens, pour que les lieux puissent être fermés et les personnes arrêtées. C'est assez énorme. Effectuer des perquisitions à domicile de jour et de nuit, chouette, quand on veut. Et prendre des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des médias. Alors, vous me direz, oui, mais ça se justifie quand même. On a eu des centaines de morts. Il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui nous en veulent directement. Et effectivement, ça libère les moyens de coercition contre nos ennemis. Oui. Alors, je rappelle simplement que nos fameux ennemis ont été perquisitionnés, 2000 perquisitions, plus de 500 mises en résidence, des tas de gens contrôlés, jour, nuit. Qu'est-ce que ça a donné? L'enquête a beaucoup progressé sur les attentats du Bataclan et tout cet environnement-là? Non. Pas vraiment. On trouve des caches d'armes, ça veut dire qu'il en continue à en circuler. Est-ce qu'on a densifié la sécurité un peu partout en Europe? Je n'y crois pas vraiment. Un certain nombre de mes camarades qui ont pu circuler pour les fêtes, aller dans d'autres pays, n'ont pas vu grand-chose. Ah si, ceux qui étaient fichés S, eux, ils ont vu. Ça, c'est certain. Ils ont perdu beaucoup de temps à la frontière, de part et d'autre, etc. Mais à quoi sert un état d'urgence si ce n'est pas pour débouter l'ennemi? Eh bien, on l'a déjà vu pendant le G20, ça sert à mettre un petit coup de patate à tous ceux qui ne sont pas d'accord. Bon, au G20, c'était avec les écologistes radicaux, donc beaucoup de gens se disent, bon, c'est pas grave, les mecs à dreadlocks, ils nous cassent les pieds un peu, la planète est polluée certes, mais on va pas tous mourir demain. Oui. Alors, n'oublions pas, et j'en avais déjà parlé, on permet aux gens d'aller s'agglutiner dans des supermarchés géants ou lancer une bombe équivaut à tuer 200-300 personnes, mais on interdit des manifestations ciblées avec des messages extrêmement clairs sur l'avenir de notre planète et donc l'avenir de nos enfants et notre avenir au passage. Donc ça, c'est aussi une espèce de contrôle asymétrique et d'interdiction sélective, d'assujettissement à résidence ciblée, qui est quand même extrêmement intéressant, notamment parce que les nouvelles dispositions qui vont être votées dans les semaines prochaines devraient étendre cette possibilité-là. Quel est le problème? Le problème, c'est que cet état d'urgence pourrait et peut et est en train, à mon humble avis, là ça n'engage que moi, de devenir permanent. Premièrement, et tout simplement parce que dans notre pays, il n'y a pas de politique qui sache porter ses couilles en homme. Je m'explique, excusez-moi d'être graveleux, mais quel est l'homme politique de droite ou de gauche qui va avoir la capacité de dire « ça va mieux, on a rétabli l'ordre, on a rétabli la sécurité, on peut lever l'état d'urgence ». Qui va prendre ce risque? Qui va dire ça au risque de passer pour le dernier des blaireaux 3 semaines après parce qu'il y aura un autre attentat? Donc déjà, l'état d'urgence, pour moi, ne peut pas s'arrêter pour la bonne et simple raison que personne ne prendra dans sa carrière politique le risque de dire ça va mieux. Voilà. Regardez juste une chose à laquelle on s'est parfaitement habitué depuis des décennies. Vigipirate, ça fait plus de 20 ans que ça dure et personne ne l'a arrêté. Bon, ça c'est une première remarque. Ensuite, la deuxième raison, c'est que l'état d'urgence permet, par le projet notamment de modification de la Constitution, d'instaurer une espèce de guerre sans fin, de projet d'état de guerre contre le terrorisme, et de justifier par le vivre ensemble et les valeurs républicaines une nouvelle redistribution de la donne politico-sociale. L'arsenal finalement qui est en train d'être déployé et qui en tout cas sera prorogé si l'état d'urgence est poursuivi et les mesures constitutionnelles acceptées. L'objectif c'est finalement d'étendre le pouvoir de la structure actuelle oligarchique et politique, d'étendre sa maîtrise. Alors premier point. En faisant ça, en jouant les pères la vertu, en jouant les pères la guerre, en jouant les parangons de la République, ça permet de masquer les énormes, les sanglantes, les monstrueuses responsabilités politiques de ce gouvernement et des précédents
qui n'ont eu de fin ni de cesse que de couper les crédits pour les militaires et les forces de l'ordre dans leur mission première qui est la défense du territoire national, et qui maintenant distribuent bons et mauvais points en disant on va tous vous sauver. Hein. Ça masque l'échec effroyable de ce gouvernement. Ça masque aussi cette espèce de montée au créneau. L'autre échec effroyable, celui de l'immigration massive et de sa pseudo-intégration, puisque comme il faut vivre ensemble, on n'a plus le droit de dire les méchants c'est Daesh c'est très loin. Ici, on n'a que des têtes de pont et on escamote complètement du débat national les bouillons de culture que peuvent constituer les quartiers entièrement peuplés d'immigrés, où les conversions vont bon train d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de, entre guillemets, djihadistes incarcérés en France sont des convertis, notamment des gens des dom-toms, mais aussi des blancs métropolitains. Dans quel but on souhaite masquer toutes ces réalités-là ? Eh bien, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour traquer les réfractaires, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. Vous remarquerez que l'extrême gauche en prend aussi plein la poire. Les Corses, au passage, stigmatisés par l'ensemble de la classe politique pour leur excellente réaction populaire face aux blessures qui avaient été infligées à des policiers et des pompiers corses. La mobilisation populaire a été excellente. Les élites dites nationalistes de Corse ont été pitoyables et langue de bois, je dirais même langue de pute comme d'habitude, mais au moins le peuple a réagi. Qu'est-ce qu'a dit Valls quand il est venu en Corse ? Il a dit quelque chose, je vous rappelle le texte, j'ai noté parce que j'ai encore bondi. Il faut éliminer les groupes identitaires qui alors là après je cite de mémoire, qui en gros qui définissent un entre nous qui est incompatible avec les valeurs de la République. Bla 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 bla. Ce contrôle permet aussi législativement de mettre la main sur toutes les fiches S. Bon, alors on sait qu'il y en a des centaines à la RATP, à la SNCF, dans les aéroports un peu partout. Des tas de braves néo-français ou même étrangers se sont créés des petites niches, des mosquées, des circuits, des réseaux, ont eu accès à des données sensibles, etc. Mais il y a aussi tous les révoltés, tous les insoumis, tous les radicaux militants de ce pays, dont l'âme est pétrie par la France, par la volonté de pouvoir triompher en France et en Europe, autre chose que le capitalisme libéral. Et ça, c'est très pratique d'ailleurs de lever toutes les fiches S parce que beaucoup de gens et beaucoup de nos camarades y sont. Ensuite, on a échappé de peu d'ailleurs à un débat absolument délétère, c'était celui de la déchéance pour tous. Alors, la déchéance pour tous, c'est assez extraordinaire, c'est cet imbécile de Jean-Vincent Placé, notamment le sénateur ex-écologiste, on va dire néo-sus boule du futur ex-parti socialiste, parce que lui, il rêve de strapontin et de petit secrétariat d'État. Donc ce brave homme, au profil gréco-romain, avait décidé que la déchéance devait s'appliquer à tous, ceux qui avaient la double nationalité et les nationaux. Sous-entendu, nous, les Français de souche, étions alignés au même niveau que des gens arrivés depuis 5, 10, 15 ans et qui avaient la nationalité française, ce qui d'ailleurs était une méthode extrêmement habile pour achever l'indifférenciation de la citoyenneté de la nationalité française, c'est-à-dire qu'on trouvait par ce biais la possibilité de tous se mettre à plat. Avec le seul bémol, c'est imaginons qu'un patriote soit frappé de déchéance de nationalité, lui, il lui reste pas de pays de substitution, pas de grand-mère au bled, pas de cousin à Tataouine, pour lui, c'est apatride dans son propre pays. Il faut remonter à Athènes pour trouver un tel ostracisme, et encore là, il était justifié. L'autre perspective de cette dérive autoritaire, finalement, de cet état d'urgence permanent, qui est une dérive autoritaire progressive, c'est 2017. 2017, objectif maximal, essayer de repasser soit Valls, soit Hollande, soit les deux, comme on peut. Avec une autre idée derrière, c'est que l'élément levier des attentats massifs a créé un front uni, une espèce de vivre ensemble, les valeurs de la République, blablabla. Et le pendant de la dérive autoritaire, c'est l'idée du parti unique, ou en tout cas, pour faire un peu moins violent, le parti commun. Un arc républicain qui serait propre à maîtriser l'autre monstre, déjà comparé à Daesh d'ailleurs, avec bonne finesse par tous les séides de Valls et par Bourdin et toute leur clique là. Ne vous y trompez pas, c'est pas fait n'importe comment, c'est pas juste fait pour vous énerver ça. C'est fait parce que ça permet au Front National de monter au créneau, à Valls de taper sur le Front National, et tant que Valls tape sur le Front National reste haut parce que ça énerve l'électorat du Front National, ce qui affaiblit
une partie des Républicains, et l'objectif de Valls, c'est d'avoir un Front National très haut, et qu'un candidat social-démocrate, entre guillemets, hein, c'est comme si je vous avais dit papier cul pour social-démocrate, on s'en fiche complètement, un candidat oligarchique se présente face à Marine Le Pen et gagne, et fasse triompher de la démocratie, les valeurs de la République, blablabla, bla, bla, bla. On repart encore dans cette soupe que l'on pourrait nous servir en 2017. Donc taper le FN, tuer le PS, dont ils n'ont plus rien à faire d'ailleurs. Cambadélis a parlé au lendemain des régionales de l'Alliance populaire. Voilà, ça c'est la nouvelle mode. Raffarin et d'autres comme Nathalie Cusco-Morizet qui sont tous des gens parfaitement désintéressés dans leur carrière politique, qui n'ont pas du tout d'ambition personnelle, ont répondu parfaitement favorablement en disant qu'il y avait des choses fondamentales, une volonté commune sur l'essentiel, qu'il fallait ériger un rempart républicain face à la haine. Et la haine, c'est aussi le Front National, c'est aussi les radicaux, c'est tous les amoureux de leur pays. Hein. Les gens qui aiment leur pays aujourd'hui, c'est la haine. C'est parfaitement paradoxal, mais c'est comme ça. Masquer le bilan pourri de Hollande, c'est le but, par la mise en place d'une espèce de tableau idyllique, union sacrée, vaguement clémenciste, vaguement Troisième République, fondons ensemble la possibilité de... Malheureusement, ce que je vous dis existe déjà, à savoir que la Suède a fait pareil, privant ainsi le parti patriote Sverige Demokrati de l'accession au pouvoir, ou en tout cas de l'accession à l'Assemblée nationale, et d'autres pays sont sur cet arc-là de co-gouvernement des élites, hein, par les élites, ne serait-ce que l'Allemagne, hein, qui est vraiment le funeste destin de l'Europe aujourd'hui, puisque tout le monde la copie. Mais en réalité, qu'est-ce qui se met en place? Un autoritarisme libéral, qui est déjà à l'œuvre partout. On en parle sur Méridien Zéro depuis des années. Je vous en parle aussi régulièrement à ce micro. Cet autoritarisme libéral qui est consommé en paix, on s'occupe de votre sécurité, vous le trouvez, je suis désolé, de Moscou à Washington, de Pékin à Tel Aviv, en passant par la moitié des pays européens. C'est finalement la conséquence logique et la dérive logique du capitalo-libéralisme que de fonder un régime politique qui lui soit propre et qui lui soit le plus favorable possible. Dans ce jeu-là, le Front National joue aujourd'hui le rôle d'épouvantail. À lui de ne pas tomber dans le piège, j'imagine que ces braves gens sont au courant quand même de ce qui leur arrive, parce que les autres ne vont pas cesser de brandir la menace. Et contre la menace, qu'est-ce qui reste? L'oligarchie. L'oligarchie qui se renforce, qui se protège et qui s'impose. On n'est même plus dans l'illusion de la démocratie. Regardez les régionales. On a fait fi de positionnements politiques dites idéologie, principes, pour regrouper des listes, substituer des gens afin de faire barrage au Front National. La réalité, c'est qu'en fait, il n'y a plus de politique. Le champ politique est fort clos sur ce plan-là. Il est parfaitement fort clos. Il n'y a que des gestionnaires du capital qui organisent le renforcement oligarchique de l'infrastructure qui sert à tenir ce pays. Point barre. Nous, on peut crever. Alors, tout en justifiant, bien sûr, et j'oubliais parce que le bien contre le mal, vous savez, la lutte sempiternelle des oies blanches contre les méchants loups-garous. Voilà. Ça, c'est en plus, on tombe dans un discours de plus en plus simpliste. On parle d'islamo-fascisme parce que comme ça permettra de parler de Marine Le Pen comme finalement, on l'a dit tout à l'heure, l'envers du décor de Daesh, etc. On est en train de créer un magma de méchants et de gentils, hein, avec une distribution de brevets. Mais ça, l'oligarchie sait très bien le faire. Elle l'a fait pour Saddam Hussein, elle l'a fait pour les Assad, elle l'a fait en son temps pour bien d'autres régimes. Elle l'a fait notamment, je parle là du Parlement américain, pour le bataillon Azov en Ukraine, qui a été ostracisé et mis sur une liste spéciale d'ennemis. Elle le fera probablement un jour pour les mouvements radicaux de ce pays et d'autres. Et bien finalement, si j'ai quand même envie de souhaiter la bonne année, je souhaite la bonne année à ces braves gens finalement, à toute cette oligarchie qui s'en met plein les fouilles, parce qu'elle va encore faire une très bonne année de profit financier bien entendu, hein, profit politique ça c'est certain, mais elle va aussi profiter de sa marge de manœuvre pour réduire la nôtre, et ça c'est extrêmement grave. Alors, face à cela, à vous, je ne souhaiterais pas une bonne année. Je préfère vous adresser, avec tout l'allant que je peux vous donner, malgré le propos que je viens de tenir, qui pourrait vous paraître sombre, qui pourrait vous paraître défaitiste, il n'en est rien. Je préfère vous envoyer des vœux chaleureux, de lutte, de détermination, de ténacité, d'opiniâtreté, de combat, et, je l'espère, de victoire, si ce n'est celle avec un grand V, en tout cas, de petites victoires,
pour nos principes, de petites victoires pour nos lignes, parce que nous avons raison et parce que nous devons nous battre pour ce qui nous fonde. Nous n'avons absolument pas le droit de plier, de courber les chines et de renoncer. Je finirai, puisque l'on souhaite une bonne année, ce qui indique une année heureuse, une année de bonheur, je finirai en vous laissant, chers amis pirates, chers auditeurs, avec cette phrase du grand guerrier Ernst von Salomon qui disait « Nous ne voulons pas le bonheur, nous voulons un destin. » Eh bien oui, nous voulons un destin pour 2016. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.